Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale où je suis aujourd'hui avec Monsieur Chevrier. Alors nous sommes actuellement le jeudi 19 juin 2025 et cette émission est programmée justement pour parler de la situation actuelle entre l'Israël et l'Iran, ou plutôt entre Tel Aviv et Téhéran. Il y a 2 mois, j'ai reçu Monsieur Chevrier pour nous parler justement d'une situation qu'il évoquait, notamment les États-Unis qui entreraient en guerre contre l'Iran, qui attaqueraient l'Iran. Et il s'avère qu'après cette émission, beaucoup de gens, y compris moi, n'y croyons pas à ce moment-là. Et force est de constater que depuis une semaine, les choses sont en train de basculer. Donc à la demande de M. Chevrier, je le remercie, eh bien, nous faisons cette émission spéciale à nouveau pour faire le point sur cette situation. Je rappelle, à titre personnel, que je n'ai aucun lien d'intérêt avec M. Chevrier. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas non plus dans une obédience quelconque maçonnique ou autre, donc je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement, et je rappelle que M. Chevrier est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Alors M. Chevrier, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvier. Merci beaucoup déjà de me proposer cette nouvelle émission, et elle est arrivée à point puisqu'au moment où on a appris ces attaques la semaine dernière, eh bien, on a eu presque une connexion à distance puisque j'ai pensé à vous et vous m'avez envoyé un message pour me dire est-ce qu'on peut refaire une émission, et les spectateurs étaient très impatients de faire cette nouvelle émission. Donc de ce fait, nous voici aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage « La prochaine guerre sera nucléaire, ce qu'il faut savoir pour se protéger des retombées radioactives » aux éditions Le Rocal. Et je citerai quelques passages tout à l'heure dans le cadre de cet entretien. Mais aujourd'hui, eh bien, force est de constater que vous n'aviez pas tort au mois d'avril, lorsque nous avons fait l'émission ensemble, sur le fait que les États-Unis potentiellement pourraient attaquer l'Iran. Alors je rappelle, page 17, que vous avez cité 3 situations, notamment concernant le fait qu'on pourrait entrer vers une guerre nucléaire. Ces situations sont les suivantes. La première, c'est, je cite, « l'escalade dans le conflit en cours en Ukraine qui déboucherait sur une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis avec un risque éventuel pour les pays de l'Union européenne d'être également touchés. Période de risque à partir de mars 2023. » Seconde situation qui nous concerne aujourd'hui, c'est comme point de départ une attaque de la part d'Israël sur l'Iran pour détruire des sites de développement de l'arme nucléaire. C'était la période de risque que vous évoquiez pour février 2025. Et c'est arrivé donc la semaine dernière, le jeudi 12 juin. Nous y reviendrons. Et enfin, une période qui est évoquée pour, à partir de l'année 2028, ce serait l'invasion de l'île de Taïwan par l'armée chinoise avec des échanges de tirs entre la marine chinoise et la marine américaine qui croisent régulièrement à proximité de l'île de Taïwan. Donc pour l'instant, on va s'intéresser essentiellement sur l'Israël et l'Iran, sachant que ce n'est pas l'Iran qui a attaqué l'Israël en premier, contrairement à ce que la propagande nous raconte, c'est bien Israël qui a attaqué en premier. Donc je vous laisse rebondir là-dessus. Oui, alors effectivement, c'est donc Israël qui a attaqué l'Iran parce qu'on nous dit qu'il s'agit de détruire les sites d'enrichissement d'uranium. C'est un faux prétexte. En réalité, Israël veut détruire l'Iran sur le plan militaire, mais surtout sur le plan économique, car c'est un pays qui représente une puissance à venir très importante sur le plan économique. Et donc, Israël se sent menacé par le développement militaire et économique de l'Iran. Donc ce sont des gens qui ont un objectif un peu idéal, un idéal de réaliser le grand Israël qui va aller bien au-delà du territoire actuel qu'ils ont pris aux Palestiniens. Et donc, ils prévoient une partie de la Jordanie, le Liban en totalité, et puis une partie de la Syrie. Alors, les Israéliens sont des gens qui ont l'habitude de préparer leurs coups très longtemps à l'avance. Là, en l'occurrence, ils l'ont fait avec les Américains, avec l'aide de la CIA et bien entendu toute la couverture de satellites qu'il y a au-dessus de cette région, qui est une couverture satellite américaine. Ils ont donc des informations en temps réel et cette opération, ce bombardement, s'est fait bien entendu avec la complicité et la participation indirecte des États-Unis. Il faut savoir que
les 200 avions qui ont décollé d'Israël pour aller bombarder l'Iran ne peuvent pas faire l'aller-retour s'ils ne font pas le refuel, c'est-à-dire s'ils ne font pas le plein au-dessus de la Syrie avec des avions ravitailleurs qui sont des avions américains. Les Israéliens n'ont pas d'avions ravitailleurs. Donc il y a là-dessus une participation active. Les Iraniens, on nous les présente à la télévision comme des gens arriérés, fanatiques, qui sont, avec toutes les femmes sont voilées, etc., des gens qui ne sont pas éduqués. L'Iran, c'est pas du tout ça. C'est un peuple qui depuis 1979 est sous embargo. Il ne faut pas oublier que avant le Shah, il y avait une sorte de démocratie et qui a été renversée par la CIA pour mettre en place le Shah d'Iran. Et puis, lorsque la pression est devenue trop forte, ils ont laissé tomber le Shah d'Iran et c'est l'ayatollah Khomeini qui a pris le pouvoir. À partir de ce moment-là, l'Iran a été placé sous embargo parce que, en fait, on va rappeler ça, c'est que les États-Unis sont dirigés par le lobby de la finance. Le lobby de la finance, on sait qui le tient. Et donc, ces gens-là veulent diriger le monde. Et de fait, depuis 50 ans, ils dirigent d'une façon hégémonique le monde. Alors, quand un gouvernement dans un pays ne leur plaît pas, eh bien, on organise une révolution. Maintenant, ce sont les révolutions de couleur. Et on met en place un gouvernement avec lequel on va pouvoir faire du business. Parce qu'actuellement, vous comprenez, le monde de la finance aux États-Unis, ils font pas beaucoup, ils font aucune affaire avec l'Iran. Alors évidemment, si on remplaçait ce régime par un régime tout à fait ouvert aux pratiques de spéculation et tout ça, parce que, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je vois les choses d'une façon un petit peu différente. Il y a deux façons de gagner de l'argent. La première, c'est en travaillant, et la deuxième, c'est en spéculant. Or, les États-Unis ont basé, depuis, on va dire, 25 ans, leur économie sur la spéculation. Ils ont transféré toutes les capacités productives, industrielles, tout ça, vers les pays asiatiques, parce que là, les financiers s'en mettent plein les poches. Alors, tout ce qui était fabriqué avant aux États-Unis dans l'industrie moyenne ou lourde, eh bien, a été en grande partie transféré. Et alors, évidemment, les gens qui sont dans le monde de la finance, eh bien, au passage, ils touchent des fortunes. Et puis ensuite, eh bien, leur méthode, si vous voulez, vis-à-vis de beaucoup de pays, c'est de s'imposer au niveau de la protection. Les États-Unis, depuis 50 ans, agissent comme des mafias qui font leur raquette. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Par exemple, on va prendre le cas de l'Arabie Saoudite. Comment est-ce qu'ils ont comment est-ce qu'ils se sont organisés? Ils sont allés voir, on était dans les années 70, la puissance militaire des États-Unis était vraiment très très importante, et ils leur ont dit, vous savez, c'est à peu près le même langage que les gens qui viennent dans une boîte de nuit ou dans un restaurant qui marche bien, ils regardent un peu partout. Oh, mais là, vous avez une très belle installation. Mais vous savez il faut protéger cette installation. Or, nous, on peut vous protéger. On peut vous protéger parce qu'on a des gros bras et on a des gars qui peuvent intervenir. Et puis, après tout, ça risque aussi de prendre feu, votre beau restaurant, vous voyez. Donc, c'est tout simple. On va vous protéger et vous allez nous donner 10% du chiffre d'affaires. Et donc, eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi ce qui se passe au niveau des États. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir l'Arabie Saoudite. Ils leur ont dit, oulala, mais vous vous rendez compte, vous êtes assis sur un trésor et donc on va vous le voler. Donc, nous, on va vous protéger, mais deux conditions pour cela. Vous allez avoir notre protection. La première, c'est que vous allez acheter notre matériel militaire. Donc là, vroom, toute l'industrie l'industrie militaire qui appartient au lobby de la finance, on engrange les commandes et on engrange les bénéfices. Et deuxième condition, très importante, vous allez vendre votre pétrole uniquement en dollars américains. Et ça se passe en juin 1974, on signe un contrat, interdiction de vendre le moindre baril dans une autre monnaie que le dollar.
Et donc, c'est un contrat de 50 ans, vous imaginez, et là, il a été rompu en juin dernier, en juin 2024, il est arrivé à échéance, et le nouveau futur, président, enfin dirigeant de l'Arabie Saoudite, nous, on renouvelle pas ce contrat. Entre-temps... Pour s'émanciper de la puissance américaine. Absolument. Et entre-temps, qu'est-ce qui a basculé? C'est que la Chine, qui était un pays qui ne comptait pratiquement pas dans les années 70, entre-temps est devenue la première puissance économique mondiale, et on peut dire pas loin d'être la première puissance militaire, eh bien... elle a son influence, bien sûr, au Moyen-Orient. Elle a fait une chose remarquable, elle a rapproché l'Iran de l'Arabie Saoudite, alors que ce sont deux religions différentes, les chiites et les sunnites. Il y a une rivalité, un peu comme il y avait au Moyen-Âge, entre les protestants et les catholiques. Et donc, tout ça fait que maintenant, le monde est en train de basculer. Alors, une chose importante. On va dire tout de suite les choses importantes, si vous voulez. Après, on pourra rentrer dans les détails. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Bien sûr, je peux me tromper parce que il y a toujours des événements qui arrivent, qui décalent ou qui nous échappent parce qu'on ne peut pas, en ce qui me concerne, je ne peux pas être informé de tout ce qui se passe, si vous voulez, dans les coulisses, etc. Donc, j'analyse généralement assez bien une situation, mais en sachant que je ne fais que des probabilités, je ne peux pas affirmer que telle chose va arriver, et surtout vous êtes pas Nostradamus, quoi. Voilà, et surtout à quel moment. Donc on sait que voilà, toutes les choses sont en place pour ceci, et probablement ça va arriver avec une probabilité qu'on peut situer des fois à 6 sur 10, à 7 sur 10. Et là, alors moi ce que je peux vous dire, c'est que vraisemblablement, vous voyez, je vais prendre un risque, la semaine prochaine, les Américains vont rentrer physiquement dans la guerre. Vous voyez, jusqu'à présent, ils l'ont fait d'une façon indirecte. Et donc, comme ils ont procédé d'ailleurs en Ukraine, en fournissant du matériel en quantité, en fournissant les informations par satellite, en ayant des équipes au sol très importantes pour traiter l'information en direct. Et donc, c'est une assistance. Et puis, là, comme je vous l'ai dit, ils font le ravitaillement en vol avec des avions. Et donc, ils ont mis en place, tout autour de l'Iran, depuis déjà longtemps, des bases américaines avec beaucoup de militaires. J'ai donné dans une de mes vidéos le nombre exact des militaires américains qu'il y avait. Et donc, on va rentrer maintenant dans un conflit très important. Et à mon avis, Israël et les États-Unis ne tiendront pas la distance. Vous voyez, ça paraît incroyable ce que je vous dis, mais dans la guerre qu'ils vont engager contre l'Iran, ils ne sont pas en mesure de tenir la distance. Alors, qu'est-ce que vous appelez de tenir la distance? Eh bien, si vous voulez, actuellement, vous avez des missiles qui sont tirés tous les jours depuis l'Iran sur Israël, et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, les villes sont bombardées, il y a des dégâts considérables. Des hôpitaux, etc. notamment. Oui. À Haïfa, tout ce qui concerne l'approvisionnement pétrole, tout ça est largement touché. L'immeuble où abrite le siège du Mossad a été touché et le directeur du Mossad a été tué. Ça, personne ne va vous le dire dans les médias, grands médias. Plusieurs villes en Israël sont bombardées. Les gens vivent maintenant dans un stress permanent, ce qui n'était pas habitué à faire. Et il faut se rappeler que le peuple iranien, lui, sait ce que c'est que la guerre. Parce qu'ils ont fait la guerre pendant 8 ans contre l'Irak. C'est un conflit qui a été organisé, préparé par Israël, le Mossad, la CIA et le MI6, et donc c'est eux qui ont suscité ce conflit parce que à cette époque-là, l'Irak représentait un danger pour l'existence d'Israël. Et donc, ce que les gens ignorent, c'est que dans ce conflit qui a démarré le 22 septembre 1980, qui a duré 8 ans,
avec plus d'1 million de morts dans les deux camps, et 1 million de morts civiles. C'était quelque chose d'énorme. C'était la guerre entre l'Irak et l'Iran, c'était exactement les conditions que nous avions connues, nous, en 1914-1918. Les combats se terminaient à la baïonnette en 1984, en 1986. Vous imaginez, les gars sortaient d'une position avec la baïonnette au canon et allaient comme ça. C'était un truc, on était dans quelque chose qui était complètement décalé avec le matériel de l'époque. Eh bien, à cette époque-là, Tel Aviv fournissait tous les jours du matériel à l'Iran, du matériel militaire. Donc d'un côté, vous aviez Jacques Chirac, qui était le grand copain de Saddam Hussein. Les Allemands, les Français, les Américains fournissaient l'Irak pour qu'il détruise... Et Israël à côté... Et Israël fournissait l'Iran parce que le but, c'était d'affaiblir l'Irak. On est un peu dans ce même cas de figure, M. Chevrier, aujourd'hui, sur d'autres plans, puisqu'on a en ce moment un président de la République qui, dans ses discours, est très instable, puisque un jour, il va nous dire que ce que fait Israël, c'est pas bien, de l'autre, il va dire qu'ils sont en droit de se défendre. Il parle de reconnaître un État palestinien comme s'il voulait satisfaire une partie de l'opinion publique. Et dans le même temps, en semain, il va délivrer des armes à Israël. Alors, ce que je remarque aussi, c'est sur les narratifs notamment, puisque on en discutait avant l'émission, c'est qu'on a, par exemple, le conflit ukrainien où on a pensé que le 24 février 2022, c'est la première fois que dans l'histoire récente qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine avait lieu, alors que déjà en 2014, on avait eu le coup d'État du Maïdan et puis les accords de Minsk qui ont été sciemment trahis par le système occidental qui ne s'en est pas caché d'ailleurs. Et donc Poutine a répliqué, ça ce sont les faits. Et puis on a pareil la situation entre Israël et la Palestine avec la situation à Gaza, terrifiante, ce génocide, sachant que, pareil, on nous a fait croire que le 7 octobre 2023, c'était la première fois qu'il y avait un conflit israélo-palestinien, alors que ça fait 70 ans que ça existe. Est-ce qu'on peut parler de la même situation pour l'Iran et Israël? Parce que c'est un conflit qui est moins connu, en tout cas on a l'impression qu'il est plus récent, et que surtout il y a une forme de trio, voire de quatuor qui se joue. C'est-à-dire qu'on a Israël, j'allais dire, qui est au centre du jeu, au centre du débat, du conflit. On a d'un côté la Palestine, on a d'un côté l'Iran, sans compter les armées respectives, que ce soit le Hezbollah, le Hamas ou Tsahal. Et puis de l'autre côté, très éloigné géographiquement, mais très proche sur le plan militaire, idéologique et géopolitique, on a, nous, la France, d'une part, mais surtout les États-Unis. Et je voudrais qu'on revienne sur notamment Donald Trump, qui suscite beaucoup d'ambiguïté aujourd'hui dans l'opinion publique parce que c'est à la fois un joueur d'échecs et un joueur de poker, plus qu'un président des États-Unis. Et on a l'impression qu'il fait aussi du en même temps. Alors certains nous disent « Oui, mais c'est un film, c'est une mise en scène, parce qu'en coulisses, les choses s'arrangent autrement. » Alors je voudrais avoir votre regard là-dessus, puisque lors de la dernière émission, vous avez dit que c'est grâce à l'AIPAC, notamment le lobby sioniste, et j'allais dire en général au lobby sioniste, qu'il était revenu au pouvoir et que si on enlève le lobby sioniste, il n'avait aucune chance, d'ailleurs comme ses concurrents. Donc je voudrais qu'on reparle de cette relation très proche de ces lobbies et de l'impact finalement dans les prises de décision, puisqu'on se rend bien compte que Donald Trump et Netanyahou sont plus qu'amis en quelque sorte et qu'ils fusionnent dans cette guerre contre l'Iran et contre toutes les puissances, j'allais dire, orientales. Oui, alors si vous voulez, il faut bien être conscient que on nous présente les États-Unis comme une démocratie modèle. En réalité, je peux dire que depuis 2011, les États-Unis ne sont plus du tout une démocratie. Ils sont entre les mains du lobby de la finance, dont la partie visible de cet iceberg, c'est l'organisation qui s'appelle AIPAC. AIPAC, qui a son siège social sur le mont Vernon à Washington, D.C., et je dis DC pour le prononcer en français, puisqu'en anglais, on dit Washington DC, mais DC, et les gens vont penser que c'est ici ou c'est là-bas. Non, c'est vraiment DC. Alors, en 2011, c'est Obama. Alors, 2011, oui, pourquoi? Parce qu'ils font voter une loi
qui paraît tout à fait surréaliste, en donne par la Cour suprême des États-Unis. Donc là-dessus, il n'y a pas à revenir. Vous voyez, c'est eux qui détiennent la juridiction suprême. Donc la Cour suprême décide d'autoriser les sociétés privées à financer les campagnes publicitaires pour les élections. Et c'est là que tout bascule. À partir de ce moment-là, on sait que l'EPAC a pris son existence en 1963, juste après l'assassinat de Kennedy, et ça n'est pas un hasard, si vous voulez. Bien sûr. Et donc, cette organisation, au départ, eh bien, c'est une organisation qui compte environ 10 000 membres, principalement des sociétés. Et donc, cette organisation EPAC, c'est donc American Israel Public Affairs Committee. C'est donc une organisation qui a pour but d'apporter un soutien au départ important au développement d'Israël et petit à petit, cet apport important va devenir un apport inconditionnel. Et donc, au départ, entre 1963 et 2011, il y a d'abord 10 000 adhérents. L'EPAC ne finance pas directement les candidats. Elle demande à ses adhérents de le faire. Et donc, vous avez l'industrie pharmaceutique, l'industrie du cinéma, l'industrie pétrolière, tout ça. Et puis, petit à petit, de 10 000 adhérents, ils vont passer à 50 000. Et puis, dans les années 2000, ils sont déjà 100 000 adhérents. C'est une puissance phénoménale. Parce que, si vous voulez, on ne s'imagine pas, mais il y a aux États-Unis 5 familles qui possèdent à elles seules 550 trillions de dollars. Donc, ils possèdent à peu près la moitié de l'économie américaine. Bon, 550 000 milliards de dollars. En voilà, sorte. Exactement. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail, mais petit à petit, ils vont évidemment financer des campagnes. Et on est dans les années 80-90 sur des sommes qui deviennent déjà importantes. Mais ensuite, lorsque la loi est votée en 2011, eh bien là, il n'y a plus de limite. Alors, l'élection d'un sénateur en campagne publicitaire, la dernière élection, c'est-à-dire le renouvellement des 35 sénateurs qui ont eu lieu, ce qu'on appelle le mi-mandat, a coûté par sénateur 277 millions de dollars en campagne publicitaire. Un sénateur gagne 90 000 dollars par an, il est impossible pour lui de financer cette campagne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'EPAC choisit le candidat. S'il est 100% pour Israël, on va le financer. S'il est mitigé, eh bien, on va financer son opposant. D'ailleurs, on remarque que l'entourage de Trump, ça a été dit à plusieurs reprises, notamment son gendre, mais pas que, sont extrêmement proches d'Israël. Donc, finalement, comment éveiller les consciences sur cet aspect-là? Parce que aujourd'hui encore, beaucoup pensent que Trump est un sauveur, qu'avec Musk, et on s'aperçoit qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Musk quand même, sachant que Musk est allé, je crois, en Israël à un moment donné. Oui, il est d'origine israélite. Est-ce que du côté de la Chine et de la Russie, ils sont aussi, j'allais dire, sympathisants sionistes? Apparemment non, c'est pas du tout la même culture d'ailleurs. Oui. On voit que c'est très occidental d'être proche d'Israël, historiquement et factuellement d'ailleurs. Et vous me disiez en amont de cette émission que la Chine allait avoir un rôle à jouer. Alors aujourd'hui, la Chine, vous en parliez tout à l'heure, c'est une immense puissance, la première économique. Elle a aussi beaucoup d'impact en Afrique. On a tendance à l'oublier, avec la Russie aussi. Aujourd'hui, on voit que sur le pan est du monde, Russie, Chine et Inde, à eux trois, déjà ils sont au moins le tiers, voire la moitié de l'humanité sur le plan démographique et sur le plan même de la puissance et de l'influence économique. Qu'est-ce que la Chine vient à faire dans cette histoire? Alors à chaque fois, si vous voulez, quand on regarde des situations comme ça, il faut aller vers des choses concrètes, vous voyez, vers des choses précises sur lesquelles on peut baser une analyse. Eh bien, l'élément important de ces derniers mois, c'est que
maintenant, il y a une ligne de chemin de fer entre l'Iran et la Chine qui transporte le pétrole par train. Vous voyez ? Et alors ça, imaginez l'impact que ça a. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez les terminaux pétroliers qui sont dans les ports, il faut charger des bateaux, puis les bateaux revont sur un autre port, on fait le transfert, il faut le stocker dans des cuves, etc. Et là, vous avez des trains qui représentent 50 ou 100 wagons, des trains énormes, des trains wagons-citernes qui sont pleins de pétrole, vous voyez, et qui transportent. Alors évidemment, quand vous avez une ligne comme ça, qui est en liaison directe, vous pouvez, là vous êtes plus limité, vous pouvez faire 5 trains par jour, vous pouvez faire 10 trains par jour. C'est peu ou prou une forme de presque de route de la soie indirectement. Voilà. C'est plus que ça, c'est un cordon ombilical. Mais là, on est, si vous voulez, sur de l'approvisionnement que je vais qualifier de one way, mais par contre, puisqu'il y a la voie de chemin de fer qui existe dans un sens, elle existe forcément dans l'autre. Et donc là, la Chine a la possibilité de livrer directement à l'Iran du matériel de haute technologie. Voyez ? C'est pour cela d'ailleurs que dans la dernière émission, vous nous avez montré une vidéo, et moi-même j'étais surpris parce que j'étais resté sur la vision officielle et traditionnelle médiatique de l'Iran, presque pays du tiers-monde, oui. Qui limite vivait comme au 19e siècle et qui finalement a une avancée technologique majeure. Et on peut comprendre par la suite pourquoi Israël jalouse l'Iran. Et donc cela veut dire, d'après ce que vous nous dites, que la Chine pourrait aider financièrement, militairement, technologiquement l'Iran à faire face. Donc là, ça ferait en fait deux blocs. Ça voudrait dire d'un côté le bloc chinois allié de l'Iran et le bloc américano-occidental vis-à-vis d'Israël. Voilà. Donc ça va amener une forme de conflit mondial entre les deux blocs. Alors si vous voulez, je vous disais tout à l'heure que Israël et les Américains ne tiendront pas la distance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, il faut regarder des réalités. Pendant, on va dire de 1980 jusqu'à nos jours, l'Iran s'est préparé physiquement à un conflit contre les États-Unis. Ils n'ont pas l'intention d'aller faire la guerre aux États-Unis, mais ils ont l'intention de se défendre contre les États-Unis. Et donc ils ont eu, et comme ce sont des gens travailleurs, organisés, intelligents, ils ont construit des tunnels, je vous en ai fait voir quelques-uns, dans la montagne. Et alors, c'est très important. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'ils ont passé des années à construire d'énormes tunnels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans certains pays, des pays qui sont plats, eh bien, si vous voulez abriter, comme par exemple en Ukraine, il n'y a pas tellement de montagnes, eh bien, vous aviez à côté de Kiev un bunker dans lequel il y avait le commandement américain, anglais et polonais qui était abrité, un bunker qui a été construit à 100 mètres sous terre. Vous voyez ? Donc, les gens se sentaient à l'abri. Ça n'empêche qu'un missile conventionnel Kinjal tiré par les Russes a pénétré le terrain au-dessus de cet abri qui était à 100 mètres sous terre. Il a explosé à 40 mètres de profondeur et là, tous ceux qui étaient dans le bunker sont morts. On en a sorti une partie et l'autre sont restés dans ce bunker et ce sera leur tombe. Alors, dans une montagne, ça se passe complètement différemment. Parce que vous n'êtes pas obligé de creuser avec tous les problèmes qu'il va y avoir d'arrivée d'eau, d'évacuation de l'air, etc. Vous vous mettez dans une vallée à 50 ou 100 mètres au-dessus de la vallée et vous creusez à l'horizontale. Voyez ? Et quand vous creusez à l'horizontale, c'est très facile. Vous n'avez plus de problème d'infiltration d'eau parce que vous avez des écoulements qui vont partir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une montagne, quand vous creusez de 500 mètres, vous vous retrouvez à 500 mètres de profondeur. Et quand vous creusez de 1 km, vous êtes à 1 km de profondeur. Et là, toutes les armes qui existent actuellement ne peuvent rien contre vous. Parce que à 1000 mètres de profondeur, même les deux bombes qui vont être transportées par les fameux B2,
eh bien, ils ont la capacité de descendre à 60 mètres, mais 60 mètres, alors il faut voir toute l'ingénierie qui a été faite dans le creusement de ces tunnels, parce qu'ils avaient un exemple, à mon avis, ils se sont inspirés de ce que les Coréens du Nord ont fait dans leur pays, sachant qu'ils étaient l'ennemi héréditaire des Américains, du système qui voulait absolument les mettre dans leur système, vous savez, de business. Et donc, ce régime, ça peut être, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est certainement un régime affreux pour les gens qui vivent en Corée du Nord, pour le peuple, ça c'est certain. Mais par contre, ils ont une capacité de travail phénoménale, ces Coréens du Nord. C'est un petit pays, il n'y a que 26 millions d'habitants en Corée du Nord, vous voyez, c'est pas énorme. C'est vrai, effectivement, oui. Mais il y a une armée de 2 millions de personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 millions. Iran, c'est 600 000 militaires, vous voyez. La Corée du Nord, 2 millions. Alors, les Coréens du Nord se préparant à une attaque des États-Unis et une attaque nucléaire, ont creusé dans la montagne, parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Corée du Nord, et ils ont creusé, ils ont installé de véritables villes dans les montagnes, vous voyez. Et donc, ils se préparent aussi. Et certainement qu'il y a des contacts entre l'Iran et la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que ces deux pays étaient frappés d'embargo économique et ont souffert pendant des années de ces embargos. Donc il y a une revanche à prendre aussi sur... Alors voilà, si vous voulez, quand vous avez des enfants qui ont besoin de médicaments, ils ne peuvent pas se les procurer. Quand vous avez une mauvaise récolte et vous ne pouvez pas acheter à l'extérieur de la nourriture, il y a des gens qui meurent en Corée du Nord, il y a eu des gens qui sont morts en Iran de toutes ces sanctions économiques aberrantes, parce qu'on voulait... Pourquoi il y a eu des sanctions économiques ? Tout simplement parce qu'ils voulaient mettre des gens à la tête de ces pays qui soient ouverts à leur business. Ils voulaient mettre des gens à eux. C'est de l'ingérence. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont mis le Zelensky, comme je l'ai écrit dans mon livre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque Zelensky, c'est un Israélite. Et donc, alors là, c'est une comédie tout à fait incroyable. Ils ont récupéré ce bonhomme, qui était un comédien en Russie, qui ne parlait pratiquement pas ukrainien. Ils l'ont fait jouer dans une comédie serviteur du peuple. Télévisée. Ils ont demandé à des équipes qui travaillent à Hollywood de préparer un scénario superbe pour faire ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Un clown, vous voyez, qui fait rire tout le monde et qui va devenir, parce qu'il gagne la sympathie des gens, qui va devenir le président de l'Ukraine. Et donc, il lui donne ce rôle-là. Il fait, réalité, et tout le public, évidemment, est là toutes les semaines pour voir la série. Et donc, quand il se présente aux élections, le terrain est déjà préparé, et donc il va avoir la place. Alors, il y a lui qui est israélite, mais il y a aussi son conseiller, son financier qui est israélite. Et depuis, alors évidemment, l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu du monde. Pendant les 3 années de guerre, eh bien, Zelensky s'est acheté des propriétés énormes en Angleterre. Il était dans les Panama Papers juste avant le conflit. Donc, voilà. Alors, revenons sur ce que je vous disais, pourquoi les Américains et les Israéliens ne vont pas tenir la distance. Parce que là, probablement, on est parti pour une guerre qui va durer. Je le pense. Je peux me tromper, mais je pense qu'on est parti pour une guerre qui va durer. Alors, l'Iran, c'est 90 millions d'habitants. 90 millions de personnes éduquées, instruites, et surtout, c'est un pays qui, contrairement à la France, a maintenu la conscription. C'est-à-dire que chaque année, tous les garçons qui ont plus de 18 ans font leur service militaire. Et le service militaire en Iran, c'est 18 à 21 mois. Et donc, vous avez actuellement une armée de 600 000 hommes formés, entraînés, éduqués au matériel militaire, mais vous avez un réservoir phénoménal de 500 000 réservistes par an. C'est-à-dire que là, maintenant qu'ils sont en guerre, qu'ils sont attaqués, parce que c'est pas eux qui ont déclenché le truc, ils ont freiné constamment, qu'ils sont attaqués, qu'ils sont menacés dans leur existence, et surtout tous ceux qui dirigent le pays, eh bien, vous avez la possibilité de faire une mobilisation
sur la classe qui fait 20 à 21, 21, 22, etc., comme on le faisait dans le temps. Et donc, ils ont la capacité de mobiliser 5 millions de personnes. Donc, imaginez les 5 millions de personnes, on ne va pas les affecter directement au combat, puisqu'il n'y aura pas de combat sur le terrain. Les Américains n'ont pas l'intention d'aller envoyer des troupes au sol. Vous comprenez? Parce que alors là, ça va coûter trop cher. Eh bien, ces millions de personnes, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vois ça toujours sous un angle industriel, parce que c'est la capacité industrielle de fabrication de matériel militaire qui fait toujours la différence. C'est celle qui l'a fait en Ukraine, avec la capacité de la Russie à faire tourner ses usines en 3/8 et certaines en 5/8, avec la capacité de l'Iran et de la Corée du Nord qui a fourni du matériel à la Russie, et en face, il y avait l'Angleterre, quelques pays européens et les États-Unis, et qui ont vu leur stock de matériel militaire fondre pendant les 3 ans. Et aujourd'hui, eh bien, les missiles patriotes, il n'en reste pratiquement plus. Voyez ? Et donc, leur capacité de production, elle est dérisoire. Eh bien, imaginez, actuellement, je situe que les Iraniens produisent environ 800 missiles par mois. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça devient conséquent. Surtout que maintenant, ils sont avec des générations de missiles très performants. À titre sur le plan technique, jusqu'au départ, les missiles iraniens fonctionnaient avec du fuel liquide, avec du carburant liquide, on va dire, avec du carburant liquide. Et les gens ne comprennent pas forcément la différence, mais entre un carburant liquide et un carburant solide, la différence est énorme. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas stocker vos missiles avec le plein fait. Vous allez faire le plein au dernier moment. Et faire le plein d'un missile, avec toutes les précautions qu'il faut faire, eh bien, ça peut prendre 2-3 heures. Et dans une situation de guerre, c'est énorme. C'est sûr. Et donc, qui fournit le carburant solide à l'Iran? C'est la Chine. D'accord. Et donc, vous allez avoir... Alors, notamment par les lignes de chemin de fer. Voilà. Et alors, quel est l'avantage d'avoir une fusée ou un missile qui est rempli avec du carburant solide? C'est que vous pouvez le garder, stocké, prêt à l'emploi. Et donc, vous imaginez, quand vous avez sortir des tunnels de la montagne 500 missiles qui sont installés déjà sur des camions, eh bien, s'ils ont le plein fait, on les sort dehors, et puis, entre 10h du soir et minuit... Mais finalement, M. Chevrier, quand on regarde de l'extérieur la situation, étant donné que l'Iran a pour allier la Chine, que ce soit officiellement ou officieusement, ils ont une capacité assez certaine de s'en sortir, quand on sait que les puissances occidentales n'ont plus l'aura, j'allais dire, et la puissance d'autrefois. Et ce qu'on constate encore une fois, c'est que les États-Unis se prennent pour les gendarmes du monde comme d'habitude, mais que finalement ce sont plutôt les pompiers pyromanes du monde. Et donc là, comment vous voyez la situation? Puisque la dernière fois, quand vous évoquiez les États-Unis qui attaqueraient l'Iran, vous parliez d'une forme d'effet domino, c'est-à-dire qu'ensuite, nous, on prendrait part au conflit, mais que ce serait plus tard, vers l'automne 2025, donc aux alentours de septembre-octobre, et que ça pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Oui. Alors, aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a des faux prétextes utilisés pour attaquer l'Iran. Il y a cette histoire d'armes nucléaires, de bombes atomiques. Où est-ce qu'on en est exactement? Parce que les gens ne comprennent plus là. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, et ça, il y a très peu de médias qui en parlent, c'est que Israël possède un arsenal que l'on situe à peu près à 360 têtes nucléaires, ce qui est énorme. Et donc, ils ont des stocks d'armes nucléaires qui sont à plusieurs endroits en Israël. Ils ont notamment la production de l'uranium enrichi qui se trouve sous la centrale de Dimona dans le désert du Negev. Donc là, c'est une bombe à retardement pour Israël. C'est un danger phénoménal. Il faut savoir que
tous les stocks d'armement nucléaire qui sont en Israël, mais qui sont également chez nous, parce que nous, en France, nous avons 3 endroits dans lesquels nous stockons nos têtes nucléaires. Et ce qui paraît incroyable, c'est que n'importe qui peut savoir où elles sont. C'est diffusé sur Google. Vous avez le stock qui se trouve à Istres, vous voyez, pas très loin de Marseille, un stock avec à peu près, on va dire, 70 têtes nucléaires. Vous avez un autre qui se trouve à Valduc, c'est pas très loin de Châteauroux. Donc c'est pareil, c'est un stock de bombes nucléaires qui sont là sous forme de missiles ou de bombes. Et puis vous en avez un troisième qui est du côté de Dijon. Eh bien, il faut... Alors les gens disent oui, mais ça, c'est du stock, ça risque pas de déclencher une explosion nucléaire. Ces têtes nucléaires, elles appartiennent à qui? Alors, comment? Ces têtes nucléaires, elles appartiennent à qui? Chez nous, c'est à la France. C'est à la France, oui. La France possède 290 têtes nucléaires, dont seulement une 40 à 50 têtes sont dans nos sous-marins, où là, on est à peu près tranquille. Mais ces stocks d'armes nucléaires qu'il y a en France représentent un danger pour la population civile française. Parce que jusqu'à présent, on nous disait « Oh oui, mais si un missile conventionnel éclate sur un stock de missiles nucléaires, ça ne peut pas déclencher une explosion nucléaire. » Ben, je suis désolé, c'était vrai, plus ou moins, quand on avait des bombes qui explosaient comme ça, mais aujourd'hui, ça a changé, hein. Il y a des bombes thermobariques. Les bombes thermobariques qui sont produites par la Russie sont des bombes qui sont, si vous voulez, très proches de la puissance nucléaire sans avoir les effets indésirables du nucléaire. C'est-à-dire que, une fois qu'elles ont explosé, eh bien, sur le terrain, on peut revenir, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de rayonnement gamma, il n'y a pas de poussière radioactive. Mais les bombes thermobariques, elles ont la particularité, quand elles... Alors, il y a 3 modèles actuellement mis sur le marché, si on veut, qui sont utilisés que par les Russes. Il y a l'ODAB 500, l'ODAB 1500 et l'ODAB 3000, c'est-à-dire 3000 kilos. Vous voyez ? Eh bien, lorsque ce sont des bombes qui peuvent être planantes et qui arrivent, qui sont tirées à 50 ou 60 km de la cible, eh bien, quand elles arrivent sur la cible et qu'elles explosent, elles dégagent une chaleur qui est pratiquement la même qu'une explosion nucléaire. Vous imaginez, on est à 5000 degrés dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. C'est un volcan. Eh bien, si une bombe thermobarique arrive sur un stock de bombes nucléaires, moi je peux vous dire que la probabilité elle est de 9 sur 10 que le stock de bombes génère une explosion nucléaire complète. Donc imaginez quand vous avez 70 têtes nucléaires qui sont peut-être d'un total, on va dire, vers des bombes qui vont être à 50 kilotonnes, d'autres à 100 kilotonnes, d'autres à 1 mégatonne, c'est quelque chose d'énorme. Eh bien là, vous allez voir la quantité de radioactivité qui vont être propulsées dans l'atmosphère, phénoménale. C'est un danger pour la population civile française. Tous ces stocks de bombes, il faudrait les mettre sur une île, vous voyez, pas les laisser en France. C'est un danger pour nous. Mais ça, les médias que nous avons, qui sont tellement stupides, tellement bêtes, je dirais tellement cons, que, eh bien, ils n'en parlent pas. Or, tous les gens qui sont autour, et même ceux qui sont beaucoup plus loin, sont actuellement en danger. On n'a pas de danger avec nos sous-marins, parce qu'ils sont très loin, et s'ils sont touchés, nous ne risquons rien. Mais ces stocks de bombes qui sont... Et alors, pareil, avec toutes les bases américaines qui sont en Europe. Les bases américaines représentent un danger phénoménal pour la population du nord de la France. Vous voyez, les bases qui sont en Allemagne, 8 bases dans lesquelles il y a des stocks d'armes nucléaires importantes de l'armée américaine, 8 bases, 2 bases en Belgique, une importante en Hollande, 3 bases en Angleterre. Tout ça, c'est avec des stocks de bombes thermonucléaires et nucléaires énormes. Et toutes ces bases représentent des explosions potentielles avec des retombées énormes pour la population civile, qui est la population civile française qui n'est pas protégée et qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, si vous voulez. Alors justement, page 39, je vais reprendre la deuxième situation pour recontextualiser le sujet. Je cite, vous dites, la deuxième situation pouvant déclencher une guerre nucléaire peut survenir à la suite d'une attaque de l'aviation israélienne contre l'Iran.
chose faite, depuis le jeudi 12 juin dernier. Alors que l'Iran avait signé un accord avec 6 pays, dont les États-Unis, dans lequel l'Iran s'interdisait la fabrication d'armements nucléaires pendant 20 ans, en échange de la levée des sanctions économiques qui frappaient son pays, les États-Unis, par la décision de Trump, ont rompu le contrat et renforcé des sanctions économiques déjà très sévères. En agissant de cette façon, ils jetaient les Iraniens dans les bras de la Chine puis de la Russie. Cette décision irresponsable de la part des États-Unis a augmenté les différentiels de compétitivité entre la Chine et les pays européens, en permettant à la Chine d'acheter son pétrole à l'Iran 30% en dessous du prix du marché. Il faut savoir que depuis l'assassinat de Kennedy en novembre 1963, les États-Unis sont complètement infiltrés et dirigés par le lobby pro-israélien. Aucun homme, aucune femme politique ne peut être élu aux États-Unis sans l'aval de l'AIPAC, c'est-à-dire l'American Israel Public Affairs Committee, créé en 1963, qui compte 100 000 membres aux USA et a pour vocation de veiller à maintenir intacte l'alliance stratégique qui lie depuis 1948 l'État hébreu aux États-Unis. Le siège social, donc on le disait, est à Washington, à proximité du Congrès. Il dispose d'un budget de 100 millions de dollars et emploie officiellement 370 personnes à temps plein. Je rappelle que votre livre date de 2022, voilà. Donc il a 3 ans. La conférence annuelle, il s'agit du plus important rassemblement de l'année pour la communauté pro-israélienne, note le président de l'AIPAC. Et cette AIPAC a pour objectif de garantir la survie de l'État d'Israël. Près de la moitié des élus du Congrès se rendent à la conférence annuelle, républicains comme démocrates, car l'AIPAC est bipartisan. C'est comme les loges maçonniques finalement, il n'y a pas d'étiquette. La conférence de l'AIPAC est un must pour les politiques. Dès le lendemain du gala, des milliers de participants montent sur la colline du Capitole pour quelques 515 rencontres avec les parlementaires pour les convaincre de voter en faveur de nouvelles sanctions contre l'Iran et pousser à une paix non imposée par les Palestiniens. Le rôle de l'AIPAC est déterminant dans les décisions prises par les gouvernements et surtout pour le soutien militaire américain apporté à Israël. L'AIPAC ne finance pas directement les partis politiques ou les candidats. Par contre, il peut demander à ses membres, banques, industries de l'acier, compagnies pétrolières, laboratoires pharmaceutiques, industries chimiques, de financer la campagne de tel ou tel candidat, peut demander également à ses membres de financer une campagne médiatique contre tel ou tel candidat qui aurait un discours ou un programme qui ne serait pas en faveur d'Israël, ce qui fait qu'un candidat qui voudrait supprimer le soutien inconditionnel à Israël ne serait tout simplement pas élu. Et je fais une petite parenthèse, on entend souvent le soutien ou le soutien inconditionnel. Et il faut rappeler que inconditionnel, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si on soutient des criminels, eh bien on est complice et collaborateur. C'est une particularité aux États-Unis que nous ne connaissons pas en Europe. Il est possible de payer des messages publicitaires contre tel ou tel candidat. Les messages peuvent véhiculer des informations vraies ou fausses. En quelques jours ou en quelques semaines, le candidat est discrédité et ne sera pas élu. Alors je m'arrête là, mais ça veut dire qu'en fait l'AIPAC a le droit de vie ou de mort sur telle ou telle politique. Exactement. Alors ça veut dire aussi que si Kamala Harris avait été choisie, ça aurait été le même cas de figure, parce qu'en réalité... elle ne pouvait pas être choisie parce que justement, parce que l'AIPAC n'en voulait pas. Donc en fait, ce n'est pas qu'une question de fraude électorale ou pas, c'est que si le lobby sioniste pro-israélite choisit tel candidat, c'est parce qu'il a un intérêt derrière. J'allais dire c'est la version du CRIF mais en Amérique, quoi. Absolument, oui, voilà. Oui, avec l'échelle américaine. Alors, si vous voulez... Je pense qu'on a donné là aujourd'hui beaucoup d'informations. Comment les choses vont se passer pour qu'on conclue, parce que je pense qu'il faudra qu'on refasse dans quelque temps une émission tous les deux, parce que cette situation va évoluer relativement lentement, en sachant que au dernier moment, il peut toujours y avoir quelque chose qui va bouleverser le programme qui est établi. Mais comme je vous l'ai dit, moi je pense que la semaine prochaine, les Américains vont rentrer dans la danse. Donc la semaine du 23-24 juin, voilà. Ça peut être déjà physiquement sur le terrain. Alors physiquement, ça va être du lourd. Ça va être vraiment comme les Américains savent le faire, une grande quantité d'avions, des quantités de bombes phénoménales qui vont pleuvoir sur l'Iran. Il va y avoir évidemment beaucoup de morts, mais l'essentiel des forces vives iraniennes se trouve dans les montagnes. Et ça, dans les tunnels, ils n'y pourront rien. Malheureusement, comme c'est arrivé à chaque fois avec les Américains dans les guerres, c'est la population civile iranienne qui va payer les frais. Et donc, ça, c'est quasiment sûr.
que peut faire l'Iran pour se défendre? Eh bien, ils ont déjà forcément programmé une quantité de missiles en direction des bases américaines qui se trouvent en Irak, au Koweït, 12 500 militaires américains au Koweït, 8 000 au Qatar, des bases énormes, vous voyez. Eh bien, là, il va y avoir beaucoup de morts dans les rangs des États-Unis. Dans un deuxième temps, je m'attends à ce qu'un missile hypersonique iranien coule un porte-avions. Ça va être une catastrophe pour les États-Unis. Un porte-avions, c'est 5 milliards de dollars pour la construction, 5 milliards de matériel à l'intérieur et entre 3 et 5 000 hommes à bord. Il y a presque un côté Pearl Harbor dans cette histoire. Alors vous verrez que, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, l'Iran a la capacité d'envoyer un missile hypersonique sur un porte-avions. Le guidage sera fait par les satellites chinois, qui sont très très performants, plus performants que le système américain. Et donc, à ce moment-là, ça va être un choc pour les Américains. Parce que vous imaginez un porte-avions coulé par 3000 mètres de fond, là, il n'est même pas question de rapatrier les corps, ils seront dans le bateau. Hein. Donc ça va être un choc important. Et je vous disais qu'ils n'ont pas la capacité de tenir la distance parce que plus ils vont taper sur les Iraniens et plus les Iraniens vont se radicaliser pour défendre leur pays, pour défendre leur nation. Autre chose importante, il faut savoir, parce que les gens ne sont pas forcément, et c'est normal, moi je passe des heures à étudier toutes ces questions et les gens ont d'autres choses à faire que de s'occuper de ça, mais l'Iran, c'est 1 680 000 km². C'est-à-dire que quand vous prenez la superficie de l'Espagne, de la France, de la Belgique, de la Hollande et de l'Allemagne, et vous n'êtes pas encore à la superficie de l'Iran. Oui, alors vous savez, là, les Américains, bon, Trump, moi je vais vous dire mon opinion, c'est un imbécile. Ça a toujours été un imbécile et c'est un imbécile vulgaire. Vous voyez, il n'a aucune éducation, cet homme. Pour moi, c'est la réincarnation de Mussolini. Vous voyez, c'est vraiment le Mussolini qui était toujours, vous savez, en train de parader, de faire des discours, tout ça. Oui, mais entre lui et Kamala Harris, c'était peut-être le moins pire, sur le fond. Parce que Kamala Harris, avec la politique de Biden, qui était quand même pas incroyable, oui. Ne serait-ce que pour les États-Unis, parce que si Trump est aussi beaucoup apprécié, c'est parce qu'il pense aux intérêts américains d'abord. Alors que nous, on a quand même Macron qui a Van der Leyen au-dessus. Et justement, je voudrais avoir votre regard par rapport à ça, parce que nous, on regarde ce que dit Macron par rapport à Israël, à la Palestine, etc. Mais ce n'est pas vraiment lui qui prend les décisions, puisque ça se décide avec la Commission européenne. Van der Leyen est très proche, finalement, de ces intérêts-là, comme elle était proche totalement durant le Covid d'Albert Bourla, sans faire de parenthèse Covid, mais Albert Bourla est d'origine israélienne aussi. Et on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas seulement Macron, c'est toute l'Union européenne qui s'accorde à, j'allais dire, défendre Israël. Alors, au-delà de la propagande médiatique actuelle qui est très partiale, totalement l'antithèse de la charte de Munich, bien sûr, aujourd'hui, à la question des Français, comment on peut faire pour se préserver, pour se prémunir d'une attaque, et c'est un petit peu un élément que vous donnez dans l'ouvrage, mais admettons que dans moins de 6 mois, nous soyons attaqués par, je ne sais pas, l'Iran ou autre. Non, l'Iran, c'est impossible. Alors, en tout cas, si sur notre sol français, il y avait quelque chose, comment on fait pour... qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? C'est ça la question. Si vous voulez, l'Iran ne représente aucun danger pour les pays européens. Il a suffisamment à faire avec les bases américaines et toute la flotte américaine qui est autour, avec tout le matériel qui est stocké à Diego Garcia, et ensuite, bien sûr, avec toute l'organisation en Israël et tout le matériel qu'ils ont stocké en Israël. C'est quelque chose d'énorme. Vous savez, pour faire cette guerre, elle est préparée déjà depuis plusieurs mois. Juste pendant que j'y pense, je voudrais
faire une petite parenthèse, si vous voulez, vis-à-vis du peuple palestinien qui souffre depuis des décennies et que l'on a roulé dans la farine, aussi bien les Américains que les Israéliens, en leur faisant croire des choses qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de tenir. Et donc, moi, tout ça, je trouve que c'est scandaleux. Et quand on voit le massacre de cette population civile, j'ai fait une étude estimative, vous savez, et comparative entre les bombardements qui ont lieu sur Gaza depuis le début du mois de novembre 2023, et j'ai fait une étude comparative avec la ville de Dresde en Allemagne. Et donc j'aboutis cette étude, elle me donne un nombre de morts de 400 000 morts à Gaza. Vous voyez, on est très très loin des chiffres qui sont communiqués par le Hamas, puisque lui ne veut pas affoler la population, mais il y a tellement de morts qui sont dans les bâtiments qui sont écroulés. Il y a bien sûr ce drame de tous les enfants qui meurent maintenant de faim, puisque l'armée israélienne a empêché les convois humanitaires de rentrer avec la nourriture. Et alors le point que je voudrais dire, c'est que nous avons deux pays qui pourraient porter secours à cette population palestinienne civile. Il y a l'Égypte qui avait massé, pas très loin de la frontière, des troupes et qui ne bouge pas. Pourquoi l'Égypte ne bouge pas? Parce que Sisi est complètement corrompu par les Américains. Et non seulement lui personnellement, mais le pays lui-même. C'est-à-dire que le pays ne survit que par l'aide financière apportée par les Américains. C'est ça le problème. Et alors, en ce qui concerne, il y a un drame qui se joue, que les gens devraient savoir, c'est que vous avez un personnage qui est haut en couleur, mais qui est absolument, je vais dire, machiavélique, c'est quelqu'un de nul. C'est le dirigeant de la Turquie, Erdogan, qui fait des discours enflammés pour dire il faut que Israël arrête parce que moi on va envoyer des troupes, on va faire ci, on va faire ça, et ça fait 1 an et demi qu'il ne fait rien. Eh bien, il y a une chose qui était très facile pour lui de faire et que les gens ignorent, c'est que c'est la Turquie qui fournit le kérosène et le pétrole à Israël depuis le 7 octobre. Et donc, il suffirait que la Turquie, que Erdogan dit on arrête de fournir le kérosène, et le nombre de bombardements sur Gaza serait divisé par 4, car ce serait un vrai problème de fournir toute la quantité de kérosène que les avions ont besoin chaque jour, puisque ce kérosène, le pétrole arrive par des pipelines, donc c'est un débit phénoménal qu'on ne peut pas acheminer par bateau, par camion. Et donc ça, c'est un vrai scandale que les médias auraient dû dénoncer. Mais les médias, eux, ont des œillères et puis ils nous véhiculent la propagande. Monsieur Chevrier, à qui appartiennent les médias? Qui les finance? C'est toujours le même problème. C'est le lobby de la finance. Ma dernière question, elle est... une de mes dernières questions, elle est presque hors propos, quoique. Est-ce que vous êtes suicidaire? Moi, non, pas du tout. J'aimerais avoir une pensée pour Éric Denessé, qui nous a quittés récemment et qui était quelqu'un de brillant et que je n'ai malheureusement pas connu personnellement, mais qui avait déjà évoqué un petit peu ce que vous disiez, que ce soit sur l'Ukraine ou sur le conflit israélo-palestinien. Mais voilà, nous sommes donc dans une situation telle que vous l'évoquiez tout à l'heure, sur une attaque, cette fois physique, des États-Unis contre l'Iran la semaine prochaine, donc grosso modo à partir de lundi 23 juin, grosso modo. Et ensuite, ce serait étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des tergiversations peut-être en Occident, à savoir si notre situation politique française va continuer à être instable longtemps, parce qu'il y a aussi des impacts, même si c'est un théâtre, c'est une mise en scène, mais avec peut-être une future dissolution à nouveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a les mêmes problématiques que l'EPAC vis-à-vis des États-Unis? C'est-à-dire que, est-ce qu'en France, les parlementaires, les sénateurs fonctionnent aussi
en fonction de l'idéologie sioniste. Bien sûr. Aucun doute là-dessus. Voilà. Aucun doute là-dessus. Quand vous avez Jordan Bardella et également Marion Maréchal qui se rendent en Israël alors que nous sommes témoins d'un véritable génocide de la population civile à Gaza. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour eux de redorer leur blason, puisqu'ils étaient accusés d'antisémitisme depuis feu Jean-Marie Le Pen, pour les élections de 2027? Ah mais bien entendu, c'est ça. On s'aperçoit que nous sommes à l'été 2025 et que 2027, ça fait déjà depuis le début de l'année. Alors, est-ce que ça prévoirait peut-être une forme d'anticipation électorale, à croire que 2027 aurait lieu cette année en réalité? Juste pour faire cette parenthèse politique française, parce que en réalité ça a aussi un impact dans l'émission qu'on fait sur le sujet du jour, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des élections anticipées et peut-être soit un départ de Macron d'une manière ou d'une autre, soit une manière de profiter en guise de prétexte de tous ces conflits pour se maintenir au pouvoir, comme l'a fait Zelensky en Ukraine vis-à-vis de la guerre, avec une forme d'article 16, comme ça a été évoqué, ou de troisième mandat potentiel? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas vraiment mon domaine. C'est pas quelque chose... Vous savez, je travaille beaucoup à partir des éléments techniques, des éléments scientifiques. Dans le domaine de politique intérieure française, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc je serai pas un bon analyste. Mais par contre, on refera, si vous voulez, une émission d'information, parce qu'il faut que maintenant les gens comprennent que nous vivons, nous, à la campagne, et il y a une chose qui est indispensable quand on vit à la campagne, c'est d'avoir un peu de gasoil pour pouvoir utiliser sa voiture. Ça, je l'ai dit le 7 avril, j'ai dit faites un petit stock. Un petit peu de réserve. Parce que actuellement, il est tout à fait probable que Israël voudra détruire les terminaux pétroliers en Iran. S'ils le font, l'Iran est tout à fait capable de bloquer le détroit d'Ormuz. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrole qui part du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats d'Arabes Unis. C'est 20% de la production mondiale qui n'alimentera plus le marché mondial. Donc les prix du pétrole vont monter à plus de $200, voire peut-être 300. Ça, ce sont des choses que moi, je suis capable de parler de ça. Sur le plan politique, je n'ai pas les compétences pour cela. Mais si j'ai bien compris, finalement, comme on arrive aux grandes vacances, période aussi qui peut être un piège majeur pour nous, puisque c'est là où toutes les lois iniques passent souvent en catimini, c'est de trop, j'allais dire, penser à la plage, etc., et être pris à revers par toute situation. Vous avez raison d'évoquer ça. Il faut que les gens soient très prudents dans leur préparation de leurs vacances, parce que les vacances, c'est l'insouciance, c'est le plaisir. Et quand vous vous retrouvez à 1000 ou 1500 km de votre maison et qu'il n'y a plus d'essence pour rentrer et que vous n'avez pas tellement d'argent sur le compte, ça va... Alors, il y a cela... C'est un truc très important. Il faudra que les gens suivent bien l'évolution. Pour l'instant, on n'est qu'en juin. Mais si les choses s'aggravent durant le mois de juillet, moi, je conseillerais aux gens de ne pas s'éloigner de leur domicile, de ne pas s'éloigner d'un endroit où ils sont capables de tenir le coup pendant 2 ou 3 semaines ou 2 mois en mode de survie. Vous voyez, la problématique, c'est pétrole, mais il y a aussi les canaux de communication. Et on s'est aperçu que le conflit en Ukraine, la première chose qui a été faite, c'est d'interdire Sputnik France et RT France. En Israël, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de presse libre. C'est fini. Et donc, pareil, les portables, le réseau, etc. Donc, voilà. Sans créer la panique, ce n'est pas le but, simplement... Non, au contraire, il faut aider les gens. Voilà, alors, attention, soyez vigilants, soyez prudents, réfléchissez si vous devez partir en vacances, où vous voulez aller, suivez l'actualité, même s'il y a de la propagande, c'est à vous de déceler. Alors, moi, je conseillerais, même si les gens ne parlent pas anglais, de regarder Al Jazeera. C'est la chaîne 408 sur Canal Satellite. Et regardez un peu ce que les médias étrangers disent sur la situation. Parce que, si vous voulez, même si on ne parle pas la langue, eh bien, ils peuvent voir les images, ils peuvent voir, c'est marqué en haut Tel Aviv, c'est marqué Haïfa, etc. Ils voient ce qui se passe. Et puis, d'aller, évidemment, quelquefois pour... Enfin, nous, on essaiera
On essaiera dès que possible de refaire une émission. Pour donner des informations concrètes pour aider les gens. Vous voyez. Voilà. Écoutez, merci Monsieur Chevrier pour cette émission spéciale. Je rappelle votre ouvrage « La prochaine guerre sera nucléaire ». J'ai lu quelques passages et il est toujours d'actualité, même s'il est sorti il y a 3 ans. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ce ne sera pas une lecture inutile dans le sens où ça pourra vous prémunir et vous préserver en cas d'attaque. En attendant, merci à vous et puis à très bientôt, peut-être pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci. Merci.